Dans l'épisode précédent, nous avions visité la carrière de fontaines du Chanet près de Croix, où ont été creusées une centaine de fontaines de calcaire que l'on retrouve dans le canton de Vaud. En se déplaçant dans le Nord vaudois, on peut observer d'autres carrières, la plus connue étant peut-être la carrière du Mormont, mais également la grotte de Mancherand, d'Agier, les mines de charbon, les carrières et mines de Baume et de Valorbe, et même quelques forages de pétrole. On a voulu en savoir plus, et voici le fruit de nos recherches. Entre La Sarraz et Croix se trouve une zone très appréciée des promeneurs pour sa fraîcheur, sa cascade, son climat et ses vues. Cette zone, c'est le vallon du Nozon. Au sud se trouve un village au nom évocateur qui trahit son passé, le village de Ferrer. Son nom viendrait de Ferraria, qui signifie mine de fer ou forge. Et en se baladant dans la forêt des Bel-Air, on peut trouver des fours à fer et des fours à chaud. Cet abri dans la forêt nous explique le fonctionnement des fours et des bas-fourneaux en présentant des spécimens bien conservés. Les fours auraient été exploités depuis le 4e siècle avant notre ère jusqu'au 6e siècle. Dans le Jura vaudois, une cinquantaine de fours ont été étudiés et datés entre moins 350 et 600 après Jésus-Christ. On en trouve par exemple près du village des Clés. Entre le 15e et le 17e siècle, la vallée de Joux aurait compté 80 forges, et à la fin du 18e siècle, 3/4 de la population active de Valorbe vivait directement ou indirectement du travail du fer. Derrière Sainte-Croix, à Lauberson, des puits de mines ont été creusés, et récemment un de ces puits a été retrouvé en 2011. Il aurait été actif du Moyen-Âge à 1812. Pour construire les villages, les Romains ont d'abord ouvert des carrières de pierre dans le Jura comme celle de la Resse près de Concise. À Ferrer se trouve la carrière jaune qui a fourni de la pierre pour les encadrements de fenêtres et portes de la région. À Mancherand, comme à Agier, on a ouvert des carrières souterraines pour extraire du calcaire. Tout d'abord à Agier, en 1880, dans une couche de barémien supérieur urgonien. Puis, dans la même couche mais de l'autre côté de l'Orbe, à Mancherand. Ces carrières sont connues sous le nom de grotte de Mancherand et grotte d'Agier. Cette pierre est d'excellente qualité, à grains fins, homogènes, qui se laisse bien travailler, idéale pour de la décoration. Cette même pierre a été utilisée au Moyen-Âge pour la construction de l'abbatiale de Romainmôtier et reste en excellent état. De nos jours, on trouve des exploitations de roches au Mormont, à La Sarraz, qui servent à la fabrication du béton. Avec le Moyen-Âge est venue l'apparition de tours, et si à leur base on retrouve les pierres massives, le haut se devait d'être léger. Pour ça, on utilisait une pierre creuse et légère, le tuf. On retrouve une tuffière dans les gorges de l'Orbe, un peu plus haut que les grottes, en direction de Valorbe. Ici, l'eau transporte du calcaire qui se dépose lentement sur la végétation, formant des concrétions calcaires et devient le tuf. Le musée historique du Vieux-Baume nous apprend que dès la moitié du XVe siècle, l'argile a été exploitée en tuileries, si bien que plusieurs tuileries ont existé au village jusqu'au début du XXe siècle. Au milieu du XVIIIe siècle, les paysans qui disposaient d'argile le cuisaient en tuiles pour la consommation locale. On trouvait ainsi des petites tuileries rustiques à Baume, Yverdon, Bercher, Romainmôtier. Deux familles, les Barrault et les Morandi, modernisent le processus, rendant possible une exploitation annuelle et concentrant les petites tuileries locales en des lieux tels que Bussigny en 1872, Éclépant en 1874 et Chavornay en 1904. Ici, à Chavornay, les marais sont des anciennes carrières. On y a extrait de l'argile depuis le début du XXe siècle jusqu'en 1964
pour alimenter la tuilerie Barrault qui se trouvait à l'entrée de Chavornay, le transport se faisant par téléphérique. L'entreprise occupait jusqu'à 120 personnes et produisait 1800 tonnes de produits finis par année. La carrière abandonnée s'est transformée naturellement en marécage, puis, par quelques ajustements, sont devenus aujourd'hui les marais de Chavornay d'une importance nationale. Similairement, on retrouve à Cossonay l'étang du Cépet, qui est également une ancienne carrière d'argile qui a été comblée par l'eau. On peut encore voir aujourd'hui le tracé des wagonnets et même l'usine de la Tuilerie. Au début du XXe siècle, des recherches systématiques de pétrole ont lieu en Suisse, dont un en 1912 à Chavornay, avec 2 puits à 246 mètres et 202 mètres. Dans les années 1950, l'augmentation du nombre de voitures et la crise du canal de Suez incitent à une production locale. En 1963, on trouve du pétrole à Essertines-sur-Yverdon, situé entre 2300 et 2936 mètres de profondeur, dans des roches âgées de 180 millions d'années. Seulement après 3 ans, la station n'a pu pomper que 100 tonnes de brut, de très bonne qualité mais non rentable. En 1978, Suisse Pétrole et Shell investissent 9 millions pour un forage de 3221 mètres de profondeur à Trécovagne. Au final, malheureusement, sur 39 forages réalisés en un siècle, un seul sera rentable, à Lucerne. Mais pas pour du pétrole. Il produira 74 millions de mètres cubes de gaz entre 1985 et 1994. En parlant du gaz, on estime à 120 milliards de mètres cubes le gaz utilisable dans le sous-sol suisse. Assez pour 30 ans de consommation. Mais pour l'extraire, il faudrait utiliser la méthode très controversée de la fracturation hydraulique. Notre sous-sol comporte une autre matière première très utilisée il y a 2-3 siècles, le charbon. Ici, à Grandson, se trouvait une mine de charbon, exploitée en galerie, sur une surface de 70 mètres sur 250. Le filon a été découvert en 1894, mais exploité seulement de 1943 à 1945, quand l'importation de charbon était difficile. Les galeries ont été remblayées, puis ont provoqué des affaissements de terrain jusque dans les années 1990. Aujourd'hui, toute la zone est bâtie. Du côté du Léman, la région du Puy-Belmont comporte de nombreuses galeries de mines. L'extraction du charbon était risquée et coûtait cher, trop pour son exploitation. Mais lors des 2 guerres mondiales, des mines ont été réouvertes face aux restrictions d'importation. Aujourd'hui, il reste quelques galeries visitables, mais dangereuses. Comme aux États-Unis, la fièvre de l'or aurait touché la région de Valorbe et de la vallée de Joux. On raconte qu'un homme qui cherchait de l'or à la Donne-Vaulion serait devenu subitement riche et aurait quitté le pays en laissant sa carte. Des personnes mal intentionnées ont alors tenté de vendre la seule vraie carte de la mine d'or de la Donne-Vaulion. On raconte que certains habitants du pont ramenaient de la roche de la Donne-Vaulion dans leur cave pour y chercher de l'or durant l'hiver. Et du reste, on trouve des trous sous le sommet de la dent. Mais la géologie de la Donne-Vaulion fait qu'y trouver de l'or est impossible. L'or ne se trouve que dans les Alpes, ou alors transporté par les glaciers, puis par l'eau des rivières, comme à l'Alandon, près de Genève. Par contre, la Donne-Vaulion abrite un autre trésor, un calcaire permettant de produire de la chaux à ciment, un ancêtre du béton. Sur le site de Bébou, près de Valorbe, se développent alors dès 1870 2 carrières, dont l'extraction permet la production de chaux à ciment. En 1879, l'usine fabrique 10 tonnes par jour de chaux à ciment. En 1886, le site est raccordé au train, et en 1898, l'exploitation se poursuit par des galeries souterraines. En 1904, l'usine emploie 70 personnes et produit 100 tonnes de chaux à ciment par jour. Ce produit aura été utilisé, entre autres, pour le pont de Chaudron à Lausanne et le tunnel du Simplon. La guerre 14-18 ralentit la production et, à cause de la concurrence du béton, le site ferme en 1933.
La production de chaux à ciment se poursuit alors plus loin au pied du Jura, où un village accueille depuis le début du XXe siècle une carrière et des mines dont l'histoire sera racontée dans le prochain épisode.